Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Réseau, a été réalisée le 25 juin 2021. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit au sujet des modifications génétiques, au fait que la conscience n'est pas la morale. Est-ce que cela justifie toutes les horreurs commises au nom de la science? La science n'est pas la conscience. La science n'est qu'un aspect. Rappelle-toi que le mot vient de scindere, qui signifie couper, discerner. C'est-à-dire qu'elle opère des coupures pour comprendre ce qui se trouve entre les parties. Mais cela pourrait tout aussi bien décrire un psychopathe en train de démembrer un corps. La conscience est la capacité à discerner dans l'ensemble, sous tous ses aspects, du spirituel au matériel, en passant par chaque niveau dans toutes ses amplitudes et longueurs. C'est ainsi que tu peux comprendre que tout ce qui est fait au nom de la science n'est pas toujours conscient, et encore moins moral. Donc cela ne justifie pas le fait de procéder à des clonages ou à des expériences sur les animaux. Non, mais la conscience ne peut pas non plus juger ses actes. Pourquoi? Parce que, dans la plupart des cas, ces actes sont commis par inconscience, par ignorance d'autres méthodes, par la conviction qu'il s'agit de la seule solution, ou par l'incapacité à établir un lien émotionnel avec les sujets concernés. Celui qui se dit conscient comprendra que juger l'inconscience revient à critiquer un enfant qui fait quelque chose de mal parce qu'il ne sait pas faire autrement. Juger ceux qui agissent mal ne fait pas de toi une meilleure personne, mais les éduquer et leur montrer d'autres voies fait de toi un être conscient. Bien sûr, je comprends. C'est juste que parmi les choses que j'ai lues ou qu'on m'a rapportées, il y en a que je crois moi-même. Par exemple, le fait que ces vaccins ne sont pas fiables. Que faut-il en penser? Que tu as tout à fait le droit de penser qu'ils ne sont pas fiables, comme l'étaient tous les vaccins au début. Mais il est important de ne pas confondre vaccins peu fiables, car en phase d'essai clinique, et les vaccins contiennent de la nanotechnologie extraterrestre financée par les Illuminati pour tuer les gens avec la 5G. Penses-tu vraiment que si quelqu'un voulait tuer des gens, il ne le ferait pas d'une manière bien plus simple et directe que de provoquer des millions de décès inutiles? La méfiance de certains médecins qui savent que ce qui se fait aujourd'hui est répréhensible a été reprise comme étendard par les théories du complot. Il est important de faire la part des choses. En l'an 666, on considérait que ce chiffre marquait la fin du monde, car c'était le nombre de la bête. De nombreux libres penseurs ont été persécutés en raison de marques qu'on attribuait au diable. Les complots au Moyen Âge étaient monnaie courante et ont entraîné la mort d'un très grand nombre de personnes. Au fil des années, la fin du monde n'est jamais arrivée. Le concept a donc évolué, faisant de la marque de la bête quelque chose de toujours nouveau qui semble définitif. Et laisse-moi t'expliquer une chose à ce sujet. Il y aura toujours des marques de la bête. Il y aura toujours une fin du monde. Les 7 fléaux existeront toujours, car à chaque époque, il y a une crise, un processus inévitable d'adaptation. Et comme tu l'as vu, depuis l'an 666, les gens se sont adaptés et leur vie a continué. Pourquoi? Parce qu'ils ont évolué, qu'ils ont transcendé l'idée précédente qui semblait unique et incontestable, et qu'ils ont pu passer à un niveau supérieur. Ce que nous vivons aujourd'hui ne sera qu'une anecdote pour ceux qui vivront dans le monde dans 100 ans. Et eux auront leur propre dilemme. Tu comprends? Oui.
Ce n'est pas pour minimiser l'importance de l'histoire, ni pour dénigrer les éventuelles théories du complot. En effet, il se passe sûrement beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas et qui sont entre les mains des puissants. Cependant, ces puissants mourront, tout comme toi, et de nouvelles formes, de nouvelles personnes viendront. Rien n'est éternel, seul le changement l'est. C'est pourquoi il faut construire l'avenir plutôt que se perdre dans certaines histoires. Et si les théories du complot étaient vraies, que se passerait-il si ce qu'on dit à propos du vaccin était vrai? Tu n'as que deux options. Trouver les moyens de ne pas te le faire administrer, car tu es libre de lutter pour ton droit à la vie privée, ou bien t'adapter, prouver la force de ton corps, tes capacités évolutives. Tout cela fait partie d'une évolution constante. Et comme je te l'ai dit hier, dans les grands processus de changement, nombreux sont ceux qui restent à la traîne, pour que d'autres puissent avancer. Et ceux qui avancent ont la responsabilité d'améliorer le monde. Les humains sont une espèce jeune, en cours de développement, qui en est encore à découvrir comment cesser d'être des animaux. Tu dois profiter du temps où tu vis en tant qu'humain. Pour les générations passées, le contrôle résidait dans le fait que les gens possédaient des téléphones. Aujourd'hui, il ne semble plus y accorder beaucoup d'importance, si bien que de nouvelles formes de contrôle apparaissent, comme avec les vaccins. Les peurs s'adaptent aux circonstances, mais je te le répète, si vous voulez tuer une grande partie de la population humaine, crois-moi, personne ne guérirait aussi facilement de ce virus. Cela m'amène à une autre question, liée à l'humain. Car hier, tu as dit que les modifications génétiques ne devaient pas être considérées d'un point de vue moral, car nous faisons toujours des choix génétiques. Mais ce que fait l'humain tourne toujours mal, c'est-à-dire que la nature doit toujours corriger ce que l'humain fait en raison de son incapacité. Alors, comment faire confiance à ce que fait l'humain avec ses modifications? Encore une fois, éloigne-toi de cette vision étroite de la moralité humaine. Éloigne-toi du monde et contemple l'histoire. Pour qu'un humain apparaisse sous la forme d'un Homo sapiens, sapiens, il y a 300 000 années, et sous la forme d'un hominidé humain il y a 3 millions d'années, la Terre a procédé à des essais et des erreurs génétiques pendant plus de 70 millions d'années. L'humain, en bref, est une erreur génétique. Oh, eh bien, Comme tout dans la vie, ce sont des copies divergentes de l'ADN. Parfois, tu ne parviens pas à saisir l'ampleur du fait que la Terre fait avec la vie ce que l'humain a fait au cours des derniers siècles, et plus encore ces dernières années, des essais. Et les essais qui parviennent à s'adapter sont ceux que tu vois aujourd'hui sous forme d'espèces. La raison pour laquelle tout fonctionne en harmonie, c'est que ces processus ont mis des milliers, voire des millions d'années à se mettre en place, ce qui a permis d'atteindre une adaptation optimale. Et sais-tu quelle est l'autre erreur que vous commettez souvent? laquelle? Parler des humains et de la nature comme s'il s'agissait de choses distinctes. Vous considérez-vous à ce point supérieur ou différent de la Terre que, chaque fois que vous en parlez, vous vous en séparez? Ne te rends-tu pas compte que tu es un mécanisme d'évolution de la Terre? Tu es la Terre. Et ce que tu fais, ce que tu es toi-même, c'est la Terre elle-même. Il y a eu des périodes où d'autres espèces ont provoqué des déséquilibres dans l'environnement, entraînant des extinctions massives. Un excès ou un manque d'oxygène, la régulation naturelle par la glaciation, les invasions de certaines créatures qui dévastent des territoires entiers, et aujourd'hui, les humains. Bien sûr, l'humanité provoque un grand déséquilibre, mais vous n'en restez pas moins la Terre. Et ce que vous faites fait partie de ce dont votre espèce est capable. Une espèce favorisée par la Terre. Tu comprends? Oui, c'est-à-dire que si nous sommes toujours là, c'est parce que d'une certaine manière la Terre a besoin de nous ici, ou plutôt,
Nous sommes la Terre elle-même en train de vivre une nouvelle expérience au sein des millions d'années, de ses erreurs et de ses épreuves constantes. Pour la Terre, notre existence n'est rien de plus qu'un jour de plus dans son calendrier. C'est peut-être un jour très intense. Un jour à ne pas oublier. Mais c'est la Terre qui a décidé de vivre ce jour. Ne te détache pas de la nature en considérant que vous n'êtes pas naturel. Car tout ce que vous faites fait partie de la nature à un autre niveau, à un niveau différent. La grande différence réside dans votre capacité à être conscient de ce que vous faites et de la manière dont vous influencez le monde dont vous faites partie. C'est pourquoi vos actes impliquent davantage de responsabilités que ceux des autres espèces, ce qui vous donne ce sentiment de séparation entre l'humain et la nature. Qu'en est-il des modifications extraterrestres que nous avons connues? Voilà. Les gènes se sont unis pour créer des cellules. Les cellules se sont unies pour créer des tissus. Et ceci des organismes. Et les organismes ont créé l'intelligence. Et l'intelligence, la culture et la connaissance. Et celles-ci ont créé la spiritualité, les techniques, l'art et la science, capables de modeler les gènes. Tu vois? Ce sont les mêmes gènes qui cherchent des moyens de se modifier eux-mêmes. Ton idée de séparation t'empêche de voir les réseaux, et en verso, il sera fondamental que tu apprennes à voir cela. Les réseaux, notre nouvelle ère. Le mot réseau vient du latin rété, issu de l'étymologie indo-européenne erré, qui signifie séparer, lâche, et fait allusion au filet de pêche, des mailles tissées de telle manière qu'elles soient souples, donnant l'impression d'être lâches les unes par rapport aux autres. Cependant, elles sont reliées par des nœuds, ce que l'on appelle en latin nox, et qui provient du concept nexus, donnant des mots tels que néthérer, tisser, du verbe ned, attaché, et que nous utilisons aujourd'hui dans nos langues sous la forme de lien ou connecté. Ce mot est à l'origine de l'anglais net, qui a évolué pour désigner quelque chose de beau, de soigné, à l'image d'un tissu précieux et soigné, ce qui a donné, dans les langues latines comme le français, le concept de propre, net. C'est ce qui a conduit les langues anglo-saxonnes à considérer qu'une chose brillante, propre et bien ordonnée était appelée net. Au cours des derniers siècles, le développement a conduit à tisser des voies, des chemins, des villages qui devaient être organisés selon un ordre parfait de communication, ce qu'on a appelé le travail propre ou network. Avec le temps, cette idée a évolué pour décrire des entrelacements de choses, des interconnexions, des réseaux. Notre mission est de créer ce réseau. Mais tu comprendras qu'il est impossible de le créer si tu continues à penser qu'il existe une dualité entre les bons et les mauvais. Les réseaux ne peuvent pas être polaires. Ce sont des maillages dans lesquels toute information est utile à quelqu'un. Ce qui t'apparaît comme faux et absurde peut être utile à l'éveil d'autrui. Ce que tu considères comme important pour les autres peut ne pas l'être. Ce que ta morale qualifie de mauvais est peut-être la seule solution pour d'autres. Tant que tu vivras dans la dualité, il te sera impossible de voir le réseau, car tu continueras à juger l'existence à partir de deux nœuds seulement. Le préjugé dont tu es issu et l'attente vers laquelle tu te diriges. Entre les deux, tu trouveras les points latéraux qui équilibrent ton être, le bien et le mal, jouant les contrepoids. Ainsi, dès que tu te déportes trop d'un côté, l'autre apparaît pour rétablir l'équilibre de ton chemin. Le mal est la crise qui te pousse à avancer, tandis que le bien est ce qui te rappelle la stabilité et les potentiels dont tu disposes pour y parvenir. Mais si tu les considères comme des ennemis, tu ne comprendras jamais que le réseau est bien plus vaste et recèle davantage de potentiel pour toi et ton développement que si tu ne regardes tout cela qu'à travers ta morale, en te rappelant que la morale désigne la qualité d'habiter un lieu précis. Je ne peux pas comprendre le réseau d'un seul point de vue. Exactement, c'est pourquoi tu dois élargir ta vision, voir au-delà des personnages bons et mauvais, des nœuds supérieurs ou inférieurs. Aujourd'hui, on appelle réseau tout ce qui nous relie en ligne. Cette idée provient des réseaux que je t'ai expliqués, ceux des trains, des routes qui reliaient les gares et les villages.
des réseaux qui se sont transposés au concept de câblage, de canalisation d'égouts au sein des villes. Ceux qui parcouraient les chemins en transportant tel ou tel produit ou message se qualifiaient eux-mêmes de partie ou membres d'un réseau, ce qui a donné naissance au réseau de messagerie, au réseau d'élevage. Lorsque le gouvernement américain a créé son propre réseau d'échange d'informations à longue distance à des fins de défense, connu sous le nom de DARPA, Advanced Research Project Agency. L'idée des réseaux en ligne a vu le jour, ce qui, quelques années plus tard, allait donner naissance au réseau interconnecté, Internet. À partir de 1980, Internet a permis le stockage et la diffusion de millions de données à travers le monde, faisant de chaque ordinateur individuel une station à part entière, avec l'émergence des premières plateformes dépassant le cadre des organisations, permettant aux individus de télécharger et de partager des données. Sont apparus ce que nous appelons les réseaux sociaux. Sais-tu ce que c'est ? Non, quoi? Une pratique consistant à transposer les annales akashiques dans la matière. Internet et l'intranet sont les concepts visibles et invisibles du réseau universel d'enregistrement d'informations qui permettent aujourd'hui aux humains de se connecter et d'apprendre ce que signifie faire partie d'un réseau organique, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Nous n'en sommes qu'à nos balbutiements en matière de connectivité. Nous nous entraînons à entrer en contact les uns avec les autres. C'est vrai, ce sont des réseaux inconscients. Et comment parvenons-nous à créer des réseaux conscients? En élargissant notre capacité à voir le potentiel de chacun sans attendre que tous soient identiques. Le réseau de conscience est un travail ardu de prise de conscience de soi, de reconnaissance de son pouvoir intérieur et de respect du pouvoir de l'autre. C'est la capacité à se connecter librement aux autres, à partager ce que nous avons pour créer de nouveaux projets transcendants. Tu dois d'abord prendre conscience de ce que tu es pour pouvoir ensuite partager cela avec le monde. Le réseau de conscience est exempt de préjugés et de jugements face à ce que l'autre peut apporter et le partager. Quand je dis souvent que nous travaillons à la création d'un réseau de conscience, je pense à deux choses. Le tissage du réseau planétaire, la prise de conscience que les choses sont reliées entre elles par des réseaux, même si nous ne les voyons pas. Et d'autre part, le fait que nous puissions reconnaître le nombre de personnes disposées à travailler sur elles-mêmes pour créer un nouveau monde. Comment procédons-nous dans chaque cas pour en faire une réalité? Comme vous le faites petit à petit, pas à pas, en découvrant le monde dans lequel vous vivez, de l'intérieur vers l'extérieur, en prenant conscience de tout ce qui existe, du fait que les choses ne sont pas séparées, en découvrant l'origine, l'histoire, en s'interrogeant sur l'existence, en explorant le sens de toute chose et leur union. Lorsque tu t'engages sur le chemin qui consiste à tisser tes propres réseaux, tu commences à comprendre que le monde est un immense réseau de réseaux qui transcende l'organisation personnelle, et tu t'apprêtes alors à en devenir une partie organique et flexible, à suivre le courant, apprendre, s'éduquer, et d'un autre côté, savoir qu'il en a autant que soi, avec des vies et des pensées diverses, mais animées par la même intention, nous invite à réaliser des projets communs, en réseau, qui nous permettent de concrétiser nos idées dans la matière. Cela ne doit pas se limiter à une réunion méditative, car à terme, il faudra passer de l'idée à l'action, en commençant d'abord par soi-même, puis en s'étendant au monde. J'ai souvent évoqué l'idée de créer un réseau des réseaux. Qu'est-ce que cela signifierait? Le réseau des réseaux est la plateforme éthérique, virtuelle ou physique, regroupant de nombreuses personnes ou projets différents pouvant contribuer à un même objectif. C'est quelque chose qui n'appartient à personne, car il appartient à tous, et qui unifie de nombreux courants divers en faveur du changement, de la transformation constante. Ce sont des essaims d'abeilles, des volées de colibris, des colonies de fourmis et de termites,
des rassemblements de papillons qui trouvent dans les fleurs un même objectif, sans entrer en conflit les uns avec les autres. Presque comme s'il s'agissait d'une nation, d'un pays, qui s'unit sous un même drapeau, mais où chacun accomplit ses tâches et fait partie de réseaux internes. Exactement, la différence entre une nation et un réseau, c'est qu'il n'y a ni dirigeants ni représentants, mais des projets. De même, il n'est pas nécessaire d'adhérer à une idéologie ou à une histoire commune, mais chacun peut évoluer au sein des réseaux selon ses besoins. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Je comprends. Le verso apportera ce concept de création sociale, où tout le monde est ami avec tout le monde, sans l'être. Où tout le monde partage avec tout le monde, sans faire partie du même clan. C'est l'aspect géménien de cette nouvelle ère. On le remarque déjà. Il ne vous manque plus que quelques années de pratique inconsciente avant de savoir l'utiliser consciemment. Et alors, tout fonctionnera jusqu'à la prochaine étape. La première étape, donc, est de reconnaître mes propres réseaux. L'histoire, la biologie, la famille, les liens, la philosophie, l'intérieur, ton propre esprit, ton âme et ton corps. Voilà tes réseaux les plus proches. Tu es un réseau de réseaux. Montre que tu sais y vivre. Et tu pourras créer un réseau supérieur. Je suis un réseau des réseaux, capable de faire naître le réseau des réseaux. Alors, connecte-toi.